Je serre plus fort mon verre d'eau, mes jointures blanchissant, tandis que les mots de Manon flottent dans l'air entre nous. Alors, la semaine prochaine, j'emménage chez toi, dit-elle avec un sourire désinvolte, comme si elle annonçait qu'elle passait au lait d'amande ou qu'elle se mettait au jogging. Juste le temps que je me remette sur pied. Le champagne saute à côté de moi, mon père rayonnant en versant le liquide pétillant dans des flûtes en cristal que je n'avais jamais vues auparavant. La porcelaine de ma mère, le service qu'elle réserve pour les grandes occasions comme Noël et Pâques, brille sous la lumière du lustre. La disposition de la table aurait dû être mon premier indice. Quelque chose se tramait. Manon assise en bout de table. Le service formel, le champagne au frais. Ce n'est pas un dîner du dimanche, c'est une embuscade en règle, orchestrée avec une précision chirurgicale. J'ai déjà commencé à faire mes cartons, continue Manon, acceptant une flûte de mon père avec un signe de tête gracieux. Ça ne devrait pas prendre plus d'une journée pour tout installer. Mes parents échangent des regards satisfaits à travers la table, hochant la tête comme si c'était le plan le plus raisonnable du monde, comme si mon consentement n'était qu'une simple formalité, déjà acquise. À de nouveaux départs, dit mon père en levant son verre. Tout le monde lève le sien en réponse. Tout le monde, sauf moi. Les cartons dans le garage prennent maintenant tout leur sens. Il y a 3 jours, je les avais trouvés empilés contre le mur, de grands bacs en plastique, étiquetés « Vêtements d'hiver Manon » et « Livres Manon ». Quand je lui avais envoyé un texto à ce sujet, elle avait balayé mes inquiétudes. Juste un stockage temporaire, avait-elle dit, le temps qu'elle trouve plus de place dans son appartement. J'aurais dû savoir, tout comme j'aurais dû comprendre ce que cela signifiait lors que j'ai confronté mes parents au sujet du paiement du loyer de Manon pour la 3e fois cette année. Elle traverse une mauvaise passe, avait dit maman en agitant la main pour écarter mes préoccupations. C'est ce que fait la famille, on s'entraide. J'entends la voix de ma mère de la semaine dernière, l'appel téléphonique que je n'étais pas censée surprendre en attendant dans sa cuisine. « Élise est si seule dans cette grande maison », avait-elle dit à tante Sophie. La compagnie de sa sœur lui fera le plus grand bien. C'est le moment parfait, vraiment. Le moment parfait. Comme si ma vie n'existait que pour accommoder la dernière crise de Manon. Je pose mon verre d'eau avec précaution, attrapant mon sac à main par terre à côté de moi. Le tremblement dans mes mains n'a rien à voir avec la nervosité et tout à voir avec la fureur. Pourquoi as-tu l'air si sérieuse? Manon rit, ses yeux se posant brièvement sur nos parents. C'est une bonne nouvelle pour nous deux. Tu auras de la compagnie, et moi, j'économiserai sur le loyer pendant un moment. Mes doigts se referment sur l'enveloppe Kraft que j'avais apportée, celle que j'avais failli laisser dans la voiture, pensant que ce soir n'était pas le bon moment. Mais il n'y a jamais de bon moment avec ma famille. Il n'y a que leurs moments, leurs plans, leurs attentes. Le tremblement de mes mains se calme alors que je place l'enveloppe sur la table. En fait, dis-je, ma voix plus calme que je ne le ressens. J'ai aussi des nouvelles. Les expressions de mes parents changent instantanément. Le sourire de ma mère vacille, ses yeux se plissant légèrement. Mon père abaisse son verre de champagne, le front plissé par l'inquiétude. Le changement est subtil, mais indubitable, le front uni se formant contre la fille qui ne suit pas le scénario. Quel genre de nouvelles? Le ton de ma mère porte un avertissement. Ne gâche pas ça, ne sois pas difficile. Je sens le poids des étiquettes familières planer dans l'air. Égoïste, difficile, sans cœur. Les enjeux de la défiance sont clairs. Être en désaccord et devenir la méchante de la famille. Encore une fois. En regardant leur visage expectatif, je réalise que ce schéma a défini toute ma vie. Manon prend. Je donne. Mes parents font respecter la transaction. Les rôles ne changent jamais. Les lignes ne bougent jamais.
jusqu'à maintenant. Je place l'enveloppe Kraft au centre de la table, mes doigts s'attardant sur le bord. La pièce devient silencieuse, l'attente de ma famille pesante dans l'air. Qu'est-ce que c'est que ça? La voix de ma mère porte une pointe d'irritation, comme si mon interruption faisait dérailler un plan déjà établi. Ceci, dis-je, en retirant soigneusement les papiers à l'intérieur, est le compromis de vente de ma maison. Je l'ai vendue la semaine dernière. Il me reste 30 jours avant de déménager. Le silence que y suit est absolu, si dense qu'on pourrait le couper au couteau. Le verre de champagne de Manon glisse de ses doigts, se brisant contre le parquet. Personne ne bouge pour nettoyer les débris scintillants. La bouche de mon père s'ouvre et se ferme comme un poisson qui se retrouve soudainement sur la terre ferme. « Tu as fait quoi ?» murmure enfin Manon, son visage passant de la suffisance à l'incrédulité la plus totale. Je parcours mon téléphone, ouvrant le tableau Pinterest que j'ai découvert ce matin. Un timing intéressant, n'est-ce pas? Pendant que tu prévoyais d'emménager, maman et tante Sophie concevaient déjà ta future chambre dans ma maison. Je tourne l'écran vers eux, affichant leur tableau méticuleux intitulé « La nouvelle chambre de Manon ». Ma gorge se serre en voyant la reconnaissance traverser leur visage. 9 ans à économiser chaque centime possible, à faire des heures supplémentaires, à sacrifier des vacances et de Nuvia, UX vêtements, tout ça pour m'offrir cette maison, la maison de mes rêves. Et pour eux, ce n'était qu'une autre ressource à rediriger vers Manon. Mon père se lève brusquement, me dominant de sa hauteur. « Tu peux simplement annuler la vente, » dit-il, agitant la main avec dédain. Il y a des délais de rétractation pour ce genre de choses. Ma mère se lève aussi, posant la main sur son bras. « Élise, nous avons déjà promis à Manon qu'elle pourrait rester aussi longtemps qu'elle en aurait besoin. Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce qu'elle trouve un endroit en 30 jours. En fait, intervient tante Sophie depuis le bout de la table. Nous allions déménager la plupart de ses affaires mardi prochain pendant que tu serais au travail, juste pour faciliter les choses pour tout le monde. La trahison coordonnée me coupe le souffle. Je jette un coup d'œil à Dominique, la plus vieille amie de ma mère, assise inconfortablement à côté de tante Sophie. Elle fixe son assiette avec intensité, évitant le contact visuel avec tout le monde. « Tu ne peux pas faire ça, » dit mon père, sa voix se durcissant. « Et ta taxe foncière qui arrive à échéance? Tu sais que je t'aide toujours avec ça. » La menace implicite n'est pas subtile. Sa seule contribution annuelle à mes finances, brandie maintenant comme un levier. « Élise, » dit doucement ma mère, sa voix prenant ce ton inquiet qu'elle utilise pour parler des gens instables. « Je m'inquiète pour toi. Ce genre de décision impulsive ne te ressemble pas. Tu te sens bien? Tu as pris soin de toi? » Je reconnais immédiatement la stratégie. Si elle n'est pas docile, alors elle est peut-être malade. C'est un chemin familier dans notre dynamique familiale. Un chemin qui m'a maintenue dans le rang pendant des années. « Tu as fait ça exprès ?» m'accuse Manon, des larmes coulant sur son visage. « Tu as découvert que j'avais besoin d'un endroit où rester et tu as vendu ta maison juste pour me contrarier. » L'accusation atterrit comme un coup physique. C'est toujours comme ça que ça se passe. Mes limites sont redéfinies comme de la cruauté, ma préservation de soi peinte comme de l'égoïsme. Un instant, j'envisage d'expliquer la vérité. Le remplacement catastrophique du toit qui a vidé mes économies. La rupture de la canalisation d'eau. La panne du système de chauffage. La pression financière croissante qui a rendu la vente non seulement conseillée, mais nécessaire. Mais à quoi bon? Ils m'ont déjà choisie comme la méchante de ce drame familial. Pourquoi leur donner plus de munitions? J'ai pris cette décision pour mes propres raisons.
dis-je à la place, gardant ma voix stable. Et c'est définitif. Alors tu vas juste laisser ta sœur à la rue? La voix de ma mère s'élève. Après tout ce que nous avons fait pour toi? Le poids familier de la culpabilité s'installe sur mes épaules. Tout ce qu'ils ont fait pour moi. Le registre invisible de l'obligation familiale qui ne semble jamais s'accumuler que dans une seule direction. Manon n'est pas à la rue, je fais remarquer. Elle a un appartement, et si ça ne marche pas, elle a votre chambre d'amis. Ce n'est pas la question, intervient mon père. La famille aide la famille. Point final. Chacun. Le reste non dit de cette phrase flotte dans l'air. Et tu ne te comportes pas comme un membre de la famille. Je pense, dis-je avec précaution, en rassemblant les papiers de la vente dans l'enveloppe, que nous avons des définitions différentes de l'aide. Sous la table, je sens une légère pression sur ma main. Dominique, évitant toujours le contact visuel avec les autres, murmure si doucement que je manque de l'entendre. Bien joué. C'est une petite validation, mais à ce moment, elle me semble monumentale. Une personne dans cette pièce ne me voit pas comme égoïste ou cruelle pour m'être protégée. Assise là, avec les accusations de ma famille suspendues dans l'air, je me demande si je dois expliquer les difficultés financières qui m'ont forcé à vendre ma maison bien-aimée, ou simplement tenir bon sans justifier ma décision. Partager ma vulnérabilité les aiderait-il à comprendre? Ou leur donnerait-il simplement de nouvelles munitions à utiliser contre moi? La décision semble cruciale, non seulement pour ce soir, mais pour l'avenir de mes relations avec eux. Je choisis le silence, réalisant que ma justification ne changerait rien à leur récit. Ils ont besoin d'un méchant. Et aujourd'hui, c'est mon tour. Le premier appel arrive mardi matin, alors que je me prépare un café. Le nom de tante Sophie clignote sur l'écran de mon téléphone, inhabituel pour un jour de semaine avant 9 heures. Élise, ma chérie, je viens de parler à ta mère. Sa voix porte ce ton particulier, celui réservé aux funérailles et aux scandales familiaux. Est-ce vrai que tu as vendu ta maison juste pour empêcher Manon de rester avec toi? Mon café déborde du bord de ma tasse, me brûlant les doigts. Quoi? Manon m'a appelé en larmes hier soir. Elle a dit que tu avais vendu ta belle maison par pure méchanceté, sachant qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. La brûlure sur ma main s'estompe alors qu'une chaleur différente monte dans ma poitrine. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Ta sœur va se retrouver à la rue, Élise. Je n'aurais jamais pensé que tu pouvais être aussi cruelle. Les appels continuent toute la journée. Oncle Robert, ma cousine Jennifer, même le partenaire de golf de mon père, dont le lien avec cette situation m'échappe complètement. Chaque conversation suit le même scénario. La situation désespérée de Manon, ma cruauté apparente, leur profonde déception envers moi. En préparant le dîner, je fais l'erreur de consulter Facebook. La dernière publication de Manon apparaît en haut de mon fil d'actualité. Et la leçon la plus difficile dans la vie est d'apprendre qui est vraiment là pour vous quand les temps sont durs. La famille devrait être pour toujours, pas seulement quand c'est pratique. 27 commentaires compatissants suivent, dont un de maman. Nous sommes là pour toi, ma chérie. Toujours. Le couteau dans ma main hache les carottes avec une force croissante. Le coup de grâce arrive jeudi, lorsque ma collègue Lise s'arrête à mon bureau, son expression pincée d'inquiétude. « J'ai croisé ta sœur au café ce matin », dit-elle en baissant la voix. Elle m'a parlé de la situation de la maison. Si tu as besoin d'aide pour lui trouver un logement temporaire, mon église a un programme. Les morceaux de carottes sur ma planche à découper volent en éclats sous la lame. Qu'est-ce que Manon t'a dit exactement? Lise se tortille mal à l'aise. Juste qu'elle risque de se retrouver à la rue à cause d'une décision soudaine que tu as prise. Elle avait, air vraiment bouleversé. Ma mâchoire se serre si fort qu'elle me fait mal. Merci pour ton inquiétude,
Lise. Mais Manon n'est pas à la rue. Elle a un appartement et des parents avec une maison de 4 chambres. Après le départ de Lise, je m'enferme dans les toilettes, les mains tremblantes, alors que j'envoie un texto à ma sœur. Arrête de dire aux gens que je te mets à la rue. C'est un mensonge et tu le sais. Sa réponse arrive instantanément. Tu vends la maison sur laquelle je comptais. Comment appellerais-tu ça? Le remplacement du toit est venu en premier. 11 000 € que je n'avais pas budgétés lorsque les tempêtes de mars ont révélé des fuites dans 3 pièces différentes. J'ai vidé mon fonds de vacances et pris un petit prêt, me disant que c'était une urgence ponctuelle. Puis, la canalisation d'eau a rompu en avril, 8 200 € pour les réparations d'urgence et la remise en état du jardin. J'ai annulé mes projets, jet de visite à mon ami d'université, j'ai pris un travail de marketing le week-end pour un agent immobilier local et j'ai mangé des nouilles instantanées pour le dîner plus de soir que je ne veux bien l'admettre. La panne du système de chauffage en juin a été le coup final, 5 000 € que je n'avais tout simplement pas. Chaque soir après le travail, je m'asseyais à ma table de cuisine, entourée de feuilles de calcul et de relevés bancaires, calculant et recalculant des chiffres qui refusaient de s'équilibrer. Les larmes ont commencé à ce moment-là, des larmes silencieuses qui ne venaient qu'après minuit, quand j'étais certaine qu'aucun voisin promenant son chien ne pourrait jeter un coup d'œil par mes fenêtres et voir la vérité. Que la femme à qui il faisait signe chaque matin, celle qui semblait toujours calme et capable, s'effondrait derrière des portes closes. Mon reflet dans le miroir de la salle de bain chaque matin erre, évèle le cou, des cernes sombres sous mes yeux, que l'anticerne ne peut pas tout à fait cacher, des clavicules plus prononcées contre mes chemisiers. Quand mes pantalons ont commencé à glisser à la taille, j'ai percé de nouveaux trous dans ma ceinture, plutôt que d'acheter des tailles plus petites. Situation temporaire, solution temporaire. Tout en maintenant cette façade, je fais mes cartons chaque soir. 9 ans de souvenirs triés en à garder, à donner et à jeter. Les livres qui tapissaient autrefois des murs entiers remplissent maintenant des boîtes empilées dans les coins. Les photos de mariage d'amis, les photos de remise de diplômes de cousins, les clichés de vacances, tous emballés dans du papier bulle et nichés dans des conteneurs étiquetés au marqueur bleu. Pendant tout ce temps, je documente tout. Relevés bancaires par ordre chronologique, facture de réparation de la maison classée par date et catégorie, capture, aide d'écran de messages, texte sauvegardé, une forteresse de preuves en papier contre le siège de la fiction familiale. En faisant les cartons de la bibliothèque de mon bureau, je la trouve. Une photo encadrée que j'avais presque oubliée. Moi, debout sur le porche de cette maison, le jour où j'ai signé les papiers du prêt immobilier, les clés serrées dans ma main, un sourire menaçant de fendre mon visage. L'agent immobilier l'avait prise par surprise, capturant le moment exact où j'ai réalisé que je l'avais vraiment fait. Acheter une maison entièrement seule. Je trace le bord du cadre, me souvenant de ce sentiment. Une fierté sans une once d'excuse. Un accomplissement sans l'approbation de personne d'autre. Je la place soigneusement sur le dessus de la boîte à garder, la plus proche. Ce rappel tangible de ce que j'ai construit et de ce que personne ne peut diminuer. La sonnette retentit samedi après-midi, alors que j'emballe des plats dans du papier journal. Par la fenêtre de devant, j'aperçois la voiture de mes parents dans l'allée. La petite voiture rouge de Manon, juste derrière. Pas de texto d'avertissement, pas d'appel de courtoisie. J'envisage de ne pas répondre, mais les coups deviennent plus insistants. Quand j'ouvre la porte, ils entrent comme des directeurs de funérailles, solennels, critiques, préparés à gérer une situation difficile. Maman remarque immédiatement les cartons.
Tu vas vraiment jusqu'au bout de cette folie. Je plie le papier journal autour d'une autre assiette, la fixant avec du ruban adhésif. La signature finale est dans 3 semaines. Ta sœur a besoin de toi. La voix de maman s'élève légèrement. Tu as toujours été égoïste, mais là, ça dépasse l'entendement. Ta sœur a besoin de toi. L'assiette dans mes mains reste stable, bien que quelque chose bouge en moi. J'ai passé toute ma vie à m'entendre dire ce dont Manon a besoin. Les mots sortent plus calmement que je ne le ressens. Est-ce que quelqu'un a déjà demandé ce dont moi, j'ai besoin? Papa se racle la gorge. Élise, sois raisonnable. J'ai besoin de stabilité financière. J'ai besoin de dormir la nuit sans crise de panique à propos des factures. J'ai besoin de ne pas vider mon plan de retraite pour des réparations de maison que je ne peux pas me permettre. Je continue d'emballer les plats méthodiquement. Contrairement aux confrontations passées, je n'arrête pas ce que je fais pour leur accorder toute mon attention. Je n'offre pas de boisson ni de siège confortable. Je continue mon travail pendant qu'ils se tiennent maladroitement dans ma cuisine à moitié emballée. « Nous sommes ta famille », dit maman, la voix oscillant entre la colère et l'incrédulité. « Oui, vous l'êtes. Et je ne vous ai jamais demandé d'argent. Ni pour l'université, ni pour mon premier appartement, ni pour cette maison, et ni pour les réparations qui ont vidé mes économies. » Pour une fois, ils n'ont pas de réponse immédiate. Manon fixe le sol, incapable de croiser mon regard. Papa examine le plafond comme si les caractéristiques architecturales étaient soudainement devenues fascinantes. Je réalise avec une clarté saisissante que je n'ai plus besoin de leur approbation ou de leur compréhension. Le besoin constant de validation que je portais depuis l'enfance s'est tu, remplacé par quelque chose de plus solide. Quand je me lève pour attraper une autre pile d'assiettes, je remarque que ma posture a changé. Les épaules en arrière, la colonne vertébrale droite, les yeux au niveau des leurs au lieu d'être baissés comme d'habitude. La manifestation physique d'un changement interne. Dominique arrive ce soir-là avec de la nourriture thaïlandaise et 2 bouteilles de vin. Elle m'aide à emballer des albums photos tout en partageant des histoires sur sa propre sœur, celle qui ne lui a pas parlé peine. Dans 3 ans après que Dominique a refusé de se porter cocautionnaire pour un prêt. Les schémas familiaux sont les plus difficiles à briser, dit-elle, emballant soigneusement un vase en cristal que ma grand-mère m'a laissé. Mais parfois, les briser est le seul moyen d'avancer. Lundi apporte un texto inattendu de mon collègue Thomas. Besoin d'aide pour déménager? J'ai un camion et des bras solides. La famille est souvent celle qui nous voit le moins clairement. Dis-moi juste quand. Cet après-midi-là, Béatrice, ma conseillère financière, envoie un email confirmant l'approbation de ma demande pour l'appartement en ville. D'après vos finances, ce déménagement réduit vos coûts de logement de 42%. La bonne décision pour votre sécurité à long terme. Appelez si vous avez besoin d'autre chose. Le contraste me frappe alors que je relis ces messages en dînant. Ces gens me demandent ce dont j'ai besoin au lieu de me dire ce que je dois donner. Ils offrent une aide spécifique au lieu d'exigences vagues. Cette nuit-là, j'étale mes documents financiers sur la table de la salle à manger, relevés bancaires, factures de réparation, avis de taxes foncières, retrait de mon compte retraite, tout méticuleusement organisé, le tableau complet de ma réalité financière. La réunion de famille de demain ne sera pas une intervention pour moi, mais une confrontation avec des faits qu'ils ont choisi d'ignorer. Mon seul avantage reste non dit. Le compromis de vente inclut une clause me permettant de rester dans la maison pendant 30 jours après la signature. 1 mois de répit qu'ils ne savent pas que j'ai, le temps de finaliser l'achat de mon nouvel appartement. À exactement 19h mardi soir, la sonnette retentit. Quand j'ouvre, je ne trouve pas seulement mes parents et Manon sur le porche, mais aussi tante Sophie, oncle Robert et ma cousine Jennifer, un peloton d'exécution familiale, assemblés pour le jugement final.
Je me tiens à la tête de ma table de salle à manger, une position qui me semble étrangère et pourtant juste. Le dossier en carton dans mes mains contient chaque relevé financier, chaque facture, chaque rappel douloureux de la raison pour laquelle j'ai dû vendre ma maison. Mes doigts ne tremblent plus lorsque je l'ouvre. Avant que quiconque ne dise un mot de plus, j'ai besoin que vous voyiez tous quelque chose. Ma voix a une assurance que je ne reconnais pas tout à fait. Le rassemblement familial est plus important que prévu. Mes parents, Manon, oncle Robert, tante Sophie, et à ma grande surprise, mon équipe de soutien, Dominique, Béatrice et Thomas, que j'avais prévenus de cette possibilité. J'expose les documents méthodiquement, les disposant par ordre chronologique. Relevé bancaire, retrait du fonds d'urgence, facture des artisans. Chaque papier raconte une partie de l'histoire que j'ai gardée sec. Rette. Voici le remplacement du toit du printemps dernier. Je fais glisser la facture de 11 200 € vers le centre où tout le monde peut la voir. Les tuiles garanties 30 ans n'ont duré que 22. L'assurance n'a rien couvert. Oncle Robert ajuste ses lunettes, se penchant en avant avec un froncement de sourcils qui creuse de profondes rides sur son front. Réparation de la canalisation d'eau, 8 200 €. Un autre papier rejoint le premier. Lorsque la municipalité a modernisé la conduite principale, cela a révélé que mon raccordement se détériorait. Aucun avertissement, aucun plan de paiement proposé. Nécessaire. Ma mère s'agite sur sa chaise, mais reste inhabituellement silencieuse. Remplacement du système de chauffage, 5 000 €. La troisième facture majeure complète ma trinité de cauchemars de propriétaire. La prime à la rénovation énergétique a à peine couvert un quart du coût. Je maintiens un contact visuel direct pendant que je parle, chose que je réussissais rarement dans les confrontations familiales auparavant. Béatrice hoche la tête, presque imperceptiblement depuis son siège près de la fenêtre, m'encourageant à continuer. Mon fonds d'urgence a disparu. Je place mon relevé bancaire sur le dessus, le solde douloureusement clair. Ma conseillère financière a recommandé de vendre tant que le marché est encore favorable, plutôt que de risquer une vente forcée plus tard, lorsque je pourrais être endettée. La chaise de Manon grince contre le parquet, alors qu'elle se lève brusquement. C'est de la comptabilité créative, Élise. Tu as toujours été douée avec les chiffres quand ça t'arrange. Sa voix porte le tranchant accusateur familier. Tu essaies juste d'échapper à tes responsabilités familiales. Foutaise. Oncle Robert, dont j'ai craint le jugement depuis l'enfance, me surprend en se tournant vers ma sœur. Manon, quelle est ta situation professionnelle actuelle? Aux dernières nouvelles, tu étais entre 2 emplois. La redirection inattendue laisse Manon désemparée. J'explore des opportunités. Le marché du travail est compliqué en ce moment. Ma mère intervient. Robert, il ne s'agit pas d'emploi. Le devoir familial existe indépendamment des finances. Élise a toujours eu cette belle maison, avec tout cet espace supplémentaire. En parlant d'espace, intervient tante Sophie, ses lunettes de lecture perchées sur son nez, alors qu'elle examine ma facture de chauffage. Pourquoi Manon ne peut-elle pas rester avec toi et Roger? Vous avez cette chambre d'amis que vous venez de redécorer. La conversation change de cap comme un courant, s'éloignant de moi et tourbillonnant dans la pièce alors que les membres de la famille commencent à remettre en question l'arrangement que j'ai enduré toute ma vie d'adulte. Dominique se racle la gorge. Je connais cette famille depuis 20 ans. Élise a acheté sa mère. Ils ont sans aucune aide financière de la famille. Pendant ce temps, j'ai vu Manon recevoir de l'aide pour son loyer, les paiements de sa voiture et ses factures de carte de crédit à plusieurs reprises. Sa voix porte le poids d'une longue observation. Le schéma a été clair pour tout le monde, sauf pour les plus proches. Béatrice ajuste son blazer avant de parler. En tant que conseillère financière d'Élise,
Je peux vous dire que permettre la dépendance financière finit par nuire aux deux parties. Celui qui donne épuise ses ressources, tandis que celui qui reçoit ne développe jamais les compétences de vie cruciales. Thomas, assis tranquillement jusqu'à présent, se penche en avant. Mon frère a vécu chez mes parents jusqu'à l'âge de 42 ans. Il payait ses factures, prenait ses rendez-vous, résolvait ses problèmes. Quand ils sont décédés, il n'avait aucune idée de comment fonctionner. Il a perdu leur maison en moins d'1 an par ce qu'il n'a jamais appris à gérer l'argent. Il jette un regard à mes parents. Parfois, la chose la plus aimante à faire est d'arrêter de sauver quelqu'un. La pièce devient inhabituellement silencieuse alors que ses perspectives extérieures pénètrent la mythologie familiale sous laquelle nous avons fonctionné pendant des décennies. Oncle Robert rompt le silence. Élise, pourquoi n'as-tu pas partagé ces difficultés financières plus tôt? J'hésite, la question me prenant au dépourvu. Devrais-je maintenir la confidentialité et l'indépendance qui m'avaient servi d'armure pendant des années? Ou est-ce que m'ouvrir à certains membres de la famille pourrait créer le système de soutien que je n'aurais jamais cru possible? Avant que je puisse répondre, mon père bouge sur sa chaise, les yeux fixés sur le parquet. C'est la première fois que je me souviens de lui assistant à une discussion familiale sans la dominer. La posture rigide de ma mère s'adoucit progressivement, ses mains reposant maintenant ouvertes sur la table au lieu d'être crispées sur ses genoux. Manon se lève soudainement, attrapant son sac à main. « C'est ridicule. Vous agissez tous comme si j'étais une sorte de parasite. Élise a toujours été l'enfant prodige avec sa maison parfaite et son travail parfait, pendant que tout le monde ignore à quel point les choses ont été difficiles pour moi. » Quand personne ne prend sa défense, elle se dirige vers la porte. Le claquement résonne dans toute la maison alors qu'elle part. Oncle Robert attend que les réverbérations s'estompent avant de parler à nouveau. Je pense qu'il est temps que nous ayons une session de planification financière familiale, pour tout le monde. Il regarde avec insistance vers mes parents, en incluant Manon. Les yeux de ma mère brillent de larmes non versées, mais pour une fois, elles ne sont pas utilisées comme une arme contre moi. Mon père attrape sa main, un à travers la table, son visage indéchiffrable, mais son silence en dit long. Pour la première fois dans une confrontation familiale, ce n'est pas moi qui ai l'impression d'avoir fait quelque chose de mal. Je dispose le dernier de mes verres de cuisine dans une boîte, emballant chacun dans du papier journal, avec une précision méthodique. Ma dernière semaine avant la fin de mon compte à rebours de 30 jours, et la maison semble déjà vide, les souvenirs se détachant avec chaque objet emballé. La sonnette retentit. Je vérifie ma montre, pile à l'heure. Mes parents sont tout sauf en retard quand ils ont un objectif en tête. J'ouvre la porte pour trouver non seulement mes parents, mais aussi Manon, debout sur mon porche comme un front uni. Ma mère serre son sac à main avec des jointures blanches. Le sourire de mon père semble répéter. « Élise, ma chérie ?» dit ma mère, entrant sans attendre une invitation. Nous avons discuté et nous pensons à voir trouver la solution parfaite. Un compromis, ajoute mon père, sa voix portant cette gaieté forcée qu'il réserve aux conversations difficiles. Manon les suit à l'intérieur, ses yeux parcourant mon salon à moitié emballé avant de se poser sur moi avec un regard de gratitude étudié. J'apprécie vraiment que tu nous écoutes. Il s'installe, sur mon canapé, le seul meuble qui ne soit pas encore enveloppé dans des couvertures de déménagement, tandis que je reste debout. La dynamique de pouvoir ne m'échappe pas. Nous savons que vendre la maison est ta décision. Ma mère commence, ponctuant ses mots d'un rire nerveux. Mais au lieu que Manon emménage avec toi, et si tu l'aidais à trouver son propre logement? Mon père hoche la tête avec enthousiasme, tout en évitant soigneusement de mentionner des chiffres réels, juste un prêt pour la lancer. Avec ta réussite, cela ne t'affecterait guère. Contrairement à moi, intervient Manon, sa voix douce et
Répétez. Certaines personnes n'ont tout simplement pas de chance, tu sais? L'implication pèse lourdement dans l'air entre nous. Tu as réussi. Elle est en difficulté. Tu lui dois bien ça. Ma mère se penche en avant, sa voix baissant jusqu'à un murmure conspirateur. Élise, la famille a toujours été soudée. Si tu ne peux pas aider ta sœur juste cette fois-ci, elle s'interrompt. La menace est en clair. Si tu coupes les ponts avec Manon, tu te coupes de la famille. Je me dirige vers la table de la salle à manger, où j'ai disposé plusieurs documents. Ils me regardent, la confusion remplaçant leur certitude. Je rencontre mon banquier demain. Je dis, en ramassant une lettre de préapprobation de prêt, pour un appartement en ville, le remboursement mensuel sera près de 40% inférieur à mon prêt immobilier actuel. Je tends la lettre à mon père, dont les yeux s'écarquillent devant les chiffres. Vendre cette maison ne concerne pas seulement Manon. Il s'agit de reconstituer mon épargne d'urgence après que 3 réparations majeures l'aient vidée. Il s'agit de réduire mon stress financier. Je prends une profonde inspiration. Il s'agit de finalement donner la priorité à ma santé financière. Ma mère commence à parler, mais je lève la main. Je ne peux pas soutenir Manon financièrement, je continue, mais je peux l'aider à subvenir à ses propres besoins. Je sors une carte de visite de ma poche et la tends à Manon. Elle la regarde sans la prendre. Notre service marketing a un poste de débutant qui s'ouvre la semaine prochaine. Le salaire de départ couvrirait le loyer d'un 2 pièces. J'ai parlé aux ressources humaines hier, et ils seraient prêts à te recevoir en entretien. La bouche de Manon s'ouvre, puis se ferme. Pour une fois, elle semble vraiment sans voix. Ce n'est pas de la charité, j'ajoute. C'est une opportunité. C'est à toi de la saisir ou non. Mon père se lève brusquement, se dirigeant vers la fenêtre, où des crochets nus montrent où les photos de famille étaient autrefois accrochées. Élise, sois raisonnable. Manon a besoin de... Non. Je l'interromps, en marchant vers la table basse où j'ai placé un dossier en carton. Voilà à quoi ressemble le fait d'être raisonnable. Je suis à court de solutions. J'ouvre le dossier et sors une feuille de calcul, la plaçant sur la table entre nous. La liste détaillée contient chaque cadeau financier que mes parents ont fait à Manon au cours des 5 dernières années. Paiement de voiture, complément de loyer, renflouement de carte de crédit. Le total en bas, encerclé en rouge vif, fait sursauter ma mère. J'ai compilé cela à partir des conversations que vous avez eues devant moi. Je soupçonne que le total réel est plus élevé. Mon père prend le papier, son front se plissant tandis qu'il étudie les chiffres. Ce n'est pas de l'amour, dis-je doucement. C'est de la dépendance, et ça vous fait du mal à tous les deux. Mon père ouvre la bouche pour protester, puis se tait, les yeux fixés sur la feuille de calcul. Nous voulions juste l'aider, murmure ma mère, les larmes montant à ses yeux. La meilleure aide est d'apprendre à quelqu'un à se tenir debout tout seul, je réponds, ma voix stable malgré les battements dans ma poitrine. Tu m'as appris ça une fois, tu te souviens? Quand je voulais abandonner l'université parce que c'était trop difficile. Le souvenir flotte entre nous, mon père refusant de me laisser rentrer à la maison, quand le calcul infinitésimal me dépassait, insistant pour que je trouve un tuteur à la place. Nous ne te rendons pas service en te facilitant trop la vie, avait-il dit à l'époque. Étrange comme les principes changent lorsqu'ils sont appliqués à des filles différentes. Le silence s'étire, rompu seulement par le bruit du ruban adhésif de la boîte que j'avais abandonné à leur arrivée. Finalement, mon père P. passe son bras autour des épaules de ma mère. « Nous devrions y aller, » dit-il doucement. Il se dirige vers la porte, ma mère n'osant pas tout à fait croiser mon regard. Manon hésite, regardant la carte de visite toujours dans ma main. « Je n'ai pas besoin de ton travail de charité, » dit-elle. Mais il y a moins de conviction dans sa voix que d'habitude.
Je pose la carte sur la console de l'entrée. Ce n'est pas de la charité, c'est une opportunité. Elle se détourne, mais alors qu'elle suit mes parents dehors, je la surprends en train de glisser la carte dans son sac à main quand elle pense que je ne la regarde pas. La porte se ferme derrière eux. Je reste dans mon salon, à moitié vide, écoutant leur voiture démarrer et s'éloigner. Le silence semble différent maintenant. Non pas creux, mais ouvert, expansif. Je m'affale sur le canapé, passant ma main sur le tissu familier. Demain, il partira en garde-meuble jusqu'à ce que j'emménage dans mon nouvel appartement. 9 ans de souvenirs dans cette maison, et maintenant, un avenir incertain s'annonce. Je me sens à la fois libérée et isolée, triomphante et seule. Le dîner de famille du mois prochain se profile dans mon esprit. Voudront-ils encore de moi? Cette confrontation a-t-elle altéré nos relations de façon permanente? La lumière du répondeur clignote avec 3 nouveaux messages. Probablement d'autres parents appelant pour donner leur avis. Je l'ignore, me concentrant plutôt sur la carte de visite que Manon a prise. Un petit pas, peut-être le premier de beaucoup. Je me tiens au centre de mon loft en centre-ville, savourant l'espace qui m'entoure. La lumière du soleil entre à flot par les fenêtres, réchauffant le parquet sous mes pieds nus. Il y a 3 mois, cet endroit me semblait étranger, un compromis plutôt qu'un choix. Maintenant, il me semble être le foyer que je n'ai jamais su que j'avais besoin. Une autre case cosse. « Et sur le budget ?» me dis-je en mettant à jour mon application de suivi financier. Le paiement de mon prêt immobilier apparaît en vert, 30% de moins que ce que je payais pour la maison d'artisan. Les bilans hebdomadaires de Béatrice ont transformé ce qui était autrefois ma plus grande source d'anxiété en un rituel structuré que j'attends avec impatience. L'îlot de la cuisine abrite ma nouvelle acquisition, un appareil photo de qualité professionnelle qui serait resté un souhait lointain dans mon ancienne réalité financière. Mon premier cours de photographie commence demain soir. Le catalogue des cours est encore ouvert sur ma tablette. Je passe mes doigts sur la poignée texturée de l'appareil, une permission de créer plutôt que de simplement survivre. Mon téléphone vibre avec un rappel. Dîner du dimanche chez mes parents. Je sens la tension familière dans mes épaules, puis je la relâche consciemment. Ces dîners ont changé, tout comme moi. Plus tard, je franchis la porte d'entrée de mes parents, portant une bouteille de vin plutôt que mon mal de tête habituel. Papa m'accueille avec une étreinte qui semble sincère au lieu d'être superficielle. « Élise, viens voir ce que ta sœur a apporté ?» dit-il, sa voix ne portant aucune des nuances comparatives qui remplissaient autrefois nos interactions. Dans la salle à manger, Manon arrange des fleurs dans un vase simple. Elle lève les yeux, son sourire atteignant ses yeux. « Ils m'ont donné mes premières cartes de visite aujourd'hui, » dit-elle en sortant une de sa poche. « Coordinatrice marketing adjointe, ça sonne chic pour quelqu'un qui fait surtout des courses de café, mais j'apprends tellement. » Elle me tend la carte fièrement, sans le ton défensif qui colorait autrefois ses accomplissements. Ma mère apparaît dans l'encadrement de la porte, portant un plat qui n'est pas placé stratégiquement plus près de la place de Manon. « Raconte-nous, sans plus sur la campagne de médias sociaux que tu as mentionnée la semaine dernière. » dit maman, regardant directement Manon. Puis elle se tourne vers moi. « Et Élise, comment s'est passé ton cours de photographie ?» Je cligne des yeux, m'habituant encore à la nouveauté d'une attention équilibrée. Pendant que nous mangeons, je remarque que mon père pose des questions réfléchies à ses 2 filles, ne se contentant pas d'aduler chaque mot de Manon. Une semaine plus tard, les rires remplissent mon loft alors que Dominique lève son verre. Aux maisons qui nous abritent et aux limites qui nous protègent, porte-t-elle un toast. Autour de ma table basse sont assis Thomas, Béatrice, oncle Robert et moi, ma famille choisie,
aux côtés du parent de sang qui m'a le plus surprise. Dominique me présente un cadre contenant 2 photos, moi signant mes papiers de prêt immobilier d'origine il y a 9 ans, et moi tenant les clés de cet appartement. Deux Deb. Huttes courageux, dit-elle doucement. 2 femmes très différentes, j'ajoute, reconnaissant à quel point j'ai changé. Le week-end suivant, retrouve Manon et moi à ma table de cuisine, entourés de feuilles de calcul et de calculatrices. Donc, si je mets de côté 15% de chaque paie, je pourrais avoir le premier et le dernier mois de loyer d'ici janvier, dit-elle, en se mordillant la lèvre en refaisant les calculs. Nos parents sont assis sur mon canapé, observant cette scène avec un mélange de fierté et de regret. Nous aurions dû faire ça il y a des années, admet maman tranquillement. Nous pensions aider, mais nous vous faisions du mal à toutes les deux, de différentes manières. Papa hoche la tête, ses yeux révélant le difficile parcours de désapprentissage de décennies de comportements de facilitation. Alors que je regarde Manon calculer son budget avec une détermination que je n'avais jamais vue auparavant, je m'interroge sur la ligne fine entre aider et rendre dépendants ceux que nous aimons. Est-il jamais possible de trouver l'équilibre parfait entre soutenir sa famille et maintenir des limites saines? Ou devons-nous parfois permettre aux autres de lutter pour qu'ils puissent vraiment grandir? La réponse, je crois, n'est pas simple. Elle réside dans un espace complexe de communication, de respect mutuel et de la douloureuse reconnaissance que la véritable aide ne signifie pas toujours éliminer la lutte, mais plutôt fournir les outils pour la surmonter. Mon nouvel appartement, baigné de la lumière de l'après-midi, semble témoigner de cette vérité. Ce n'est pas seulement un lieu de vie, c'est un symbole de ma propre lutte et de ma renaissance. Chaque objet choisi, chaque facture payée à temps, est une affirmation de mon indépendance durement gagnée. Et en regardant ma sœur tracer son propre chemin, aussi hésitant soit-il, je vois le début du même voyage pour elle. La dynamique familiale n'est peut-être pas parfaite, mais elle est réelle, honnête, et, pour la première fois, elle est saine. Et c'est une base sur laquelle nous pouvons tous, enfin, commencer à construire.